Du coup, pour terminer le petit tour de table, qui je suis, donc vous avez compris, je suis Virginie Gratiani. Je suis consultante, j'ai pas forcément démarré dans les RH au niveau de mes formations, en tout cas, parce que j'ai fait des études de commerce international qui m'ont permis de commencer en fait mon parcours de vie professionnelle à l'étranger. Et j'allais dire un peu complètement par hasard même, j'ai eu la chance en fait de rencontrer un Français qui avait créé un cabinet de recrutement, donc d'évaluation et de recrutement à Prague en République tchèque. Et du coup, je suis rentrée dans ce métier comme ça, grâce à cette opportunité professionnelle. Et j'ai découvert ce métier. J'étais toujours formée par des consultants pairs dans les cabinets où je suis passée. Et ça a été une expérience très très riche. Et ça a été une révélation pour moi vraiment de rencontrer ce métier des RH au sens large. Du coup, j'ai travaillé effectivement au sein de mon premier cabinet qui s'appelait Synergie Recrutement, donc qui était à Prague en République tchèque. J'ai eu la chance quelques années après d'être approchée par une autre Française, comme quoi on est un peu partout dans le monde, les Français, donc ça fait plaisir, faut quand même le dire, qui elle avait en fait ce qu'on appelle une agence de placement aux États-Unis. Alors pour vous expliquer un petit peu, nous quand on parle de placement, souvent c'est de l'intérim ici en France. Dans les environnements anglo-saxons, en fait, on a un visa qui permet en fait en tant qu'étudiant d'aller travailler, c'est comme si vous aviez un CDD finalement, et donc vous avez cette opportunité d'avoir ce visa pour faire ce CDD. Néanmoins, il faut déjà que vous ayez votre employeur avant de partir du coup, et donc de faire votre demande de visa. Donc l'agence de placement est l'intermédiaire en fait entre des stagiaires européens qui ont envie de faire un stage rémunéré de longue durée au sein d'entreprises américaines. Voilà. Et donc moi je faisais cette médiation, on va dire, entre les deux. Après avoir passé à peu près un peu plus de 7 ans à l'étranger, j'ai souhaité rentrer avec mes échanges universitaires, mes stages et puis mon premier parcours professionnel. J'avais fait un petit peu moins d'une dizaine de pays. J'avais envie aussi de savoir comment se passait le recrutement en France, du coup, parce que finalement je ne connaissais pas. J'avais des expériences qui étaient des jobs d'été, mais qui du coup dataient quand même un petit peu. Et du coup, je suis rentrée à Lyon parce que lyonnaise d'origine, donc j'ai fait simple, on va dire. Et j'ai eu la chance d'intégrer un cabinet qui s'appelle Korn Ferry Future Step, donc le bureau de Lyon qui n'existe plus aujourd'hui. Pour certains, si vous êtes lyonnais, Future Step en fait avait racheté PA Consulting, donc qui était très connu dans le monde des RH, du conseil, voilà. Et là encore une fois, j'ai eu la chance de me retrouver avec des consultants qui avaient tous 15-20 ans d'expérience, avec vraiment des expertises hyper pointues, donc ça a été une formidable école pour moi. Et puis du coup, j'ai souhaité aussi, j'avais un choix, on va dire, un petit dilemme à l'époque, c'était soit m'associer, c'est vrai que Korn Ferry c'est un très très gros cabinet, ils sont leaders de la chasse de tête, etc. Mais c'est vrai que, comme dans tous les grands groupes, au bout d'un moment, on se retrouve pas forcément, on va dire. Et donc voilà, j'hésitais entre soit aller dans un cabinet pour m'associer, soit créer ma propre structure. Je me trouvais un petit peu jeune à l'époque et du coup, j'ai commencé, en fait, je suis partie sur un projet de reprise d'entreprise, donc d'un cabinet qui existait. Et puis finalement, j'ai travaillé 3 ans sur ce projet, je suis entrée bien sûr en tant que salarié, associé, consultant dans le cabinet. Et puis malheureusement, a priori, comme ça arrive assez souvent, la reprise ne s'est pas faite. Du coup, le cédant ne voulant plus partir un peu au dernier moment. Donc du coup, c'est moi qui suis partie et qui ai créé donc ma propre société, donc qui s'appelle Apostrophe en 2009. Donc on va la fêter à cette fin de mois de juin les 8 ans de la société. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on intervient en fait sur 3 pôles. Bien entendu, donc en fait tout ça c'est en RH auprès des entreprises. Nous on est toujours mandaté par des entreprises, donc on connaît très très bien les attentes des potentiels recruteurs et effectivement le tissu économique et industriel, j'allais dire, de toute la région. On rayonne assez large en fait, notamment parce que sur la partie recrutement, on intervient aussi dans ce qu'on appelle de la chasse de tête. Donc la chasse de tête, pour faire très très court et simplifié, qu'est-ce que c'est? C'est en fait on va chercher des candidats qui sont déjà en poste parce qu'on recherche une compétence pointue ou alors parce qu'on recherche quelqu'un qui connaisse déjà en fait finalement soit un secteur d'activité, soit on va dire un cycle par exemple de vente ou d'achat, qui connaissent les acteurs d'un marché en tout cas. Donc effectivement ce premier pôle de recrutement avec la partie chasse de tête. Le deuxième pôle où on intervient de plus en plus d'ailleurs, c'est vraiment une tendance qui
qui est en train d'émerger. Enfin, il y a une sacrée lame de fond en fait. On en reparlera peut-être si ça vous intéresse, qui est la partie évaluation. On se rend compte qu'il y a un gros problème finalement dans les entreprises sur la partie évaluation, alors que ce soit de compétences. Donc, on va un peu y revenir parce que ça va, je pense que ça va vous intéresser finalement. Qu'est-ce que recherche le recruteur, hein, et dans le digital aussi, parce que finalement, on se pose la question finalement pour tous les métiers. Donc, cette partie évaluation qui va être soit dans le recrutement, bien entendu, soit aussi, on va dire, pour de la sélection en interne, hein, de candidats, et finalement à qui je donne le poste, hein, de candidats en interne, comment je choisis, comment je justifie mon choix. Et puis aussi sur des clients qui sont industriels, parce que la chasse de tête, c'est quand même beaucoup des process qui sont demandés par des clients industriels. Une autre question qui se pose, c'est tous les processus de mobilité interne. Au bout d'un certain nombre d'années dans l'entreprise, les collaborateurs peuvent demander des process de mobilité interne et obtenir par exemple un statut cadre. Voilà, et puis on intervient de plus en plus, et ça c'est aussi une tendance mais un peu plus récente que cette problématique d'évaluation, on va dire en interne. On intervient de plus en plus aussi sur la transformation d'entreprise, donc on n'est pas loin du digital parce qu'effectivement, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, tout est en train de bouger. C'est clair que le digital et toute la révolution numérique, tout ce qui est en train de se passer fait tout bouger. Et ne fait pas bouger que le digital, hein, on va y revenir, mais fait bouger tous les métiers. Voilà, donc du coup j'aurais peut-être une réponse un peu large ou vague par rapport à du coup j'en fais quoi de mon digital, mes compétences digitales, je les mets dans quel métier, mais grosso modo, moi mon hypothèse c'est que demain tout le monde va en avoir besoin. Voilà. Donc du coup ça va faire bouger bien entendu les modèles aussi économiques, hein, mais ça va faire bouger les fiches de poste, ça va faire bouger les organigrammes. Et donc on intervient de plus en plus dans ces transformations d'organigrammes quand les entreprises ont par exemple une nouvelle stratégie ou alors effectivement des projets par exemple de fusion, des projets de réorganisation, et du coup se pose la question de dire par rapport à mon équipe que je connais très très bien mais sur des enjeux aussi très connus, quand je les projette sur des stratégies qui sont nouvelles avec des marchés qui sont en train de bouger, où finalement demain je ne sais même pas quelles compétences je vais avoir parfois, besoin, hein, c'est du coup comment je fais pour les évaluer à la fois sur les compétences dont j'aurai besoin demain et à la fois sur le potentiel, c'est-à-dire la capacité aussi d'adaptation du collaborateur ou du candidat. Et puis le dernier pôle sur lequel on intervient, c'est aussi de l'évaluation, mais plutôt là dans une logique de développement derrière. C'est de toute façon, je sais que tout va bouger. Et l'idée, c'est par contre, je décide au niveau de l'entreprise d'investir, d'accompagner mes collaborateurs pour les emmener vers ce changement-là. Et du coup, par contre, j'ai besoin d'avoir un diagnostic assez précis sur qui sont finalement mes collaborateurs, à la fois en termes de points forts et puis à la fois aussi en termes d'axes à développer, de potentiel, pour aussi pouvoir investir, miser de manière adéquate, on va dire, par rapport à cette montée en puissance qui va être nécessaire, du coup. Alors du coup, on est là quand même pour parler des digitales. Est-ce que vous avez déjà peut-être des questions sur mon parcours, sur Apostrophe, ça vous paraît clair au niveau des activités? Ouais. Oui, je vous en prie. Oui, bien sûr, vous pouvez l'avoir sans aucun problème. Oui, tout à fait. Rien de confidentiel. Le digital. Alors le digital, ça secoue beaucoup de choses, hein, c'est clair. Donc ça fait peur, c'est sûr, à tout le monde. Je crois qu'il faut se mettre d'accord là-dessus et pas le nier en tout cas. C'est un constat, tout bouge, on ne sait pas ce qui va se passer. Tous les jours, les choses sont remises en question. Et puis, en fonction des sociétés dans lesquelles il y en a qui décident d'aller plus ou moins vite vers ça. Mais très clairement, on n'aura pas le choix. Et on va tous y aller, hein, très très clairement. Donc c'est vrai que ça fait peur, et c'est vrai qu'on se dit c'est des menaces, c'est des suppressions d'emplois, il y a plein de choses comme ça effectivement, et puis il y a des croyances qui se réveillent forcément de par nos peurs. L'idée c'est de se dire effectivement, moi je pense qu'il faut partir, alors là c'est mon hypothèse et ma conviction très très personnelle, mais je pense que il faut reconnaître qu'effectivement ça peut faire peur, mais aussi il faut aller un petit peu plus loin, dépasser ces peurs-là et se dire mais derrière, quelle opportunité on peut avoir. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut être clair que ce que je vous disais tout à l'heure, le digital, ça change tout. C'est en train de tout changer. Alors avec un rythme différent en fait en fonction des industries. C'est vrai qu'il y a des secteurs
toutes les nouvelles startups, par exemple, qui vont proposer des services par Internet, etc., qui passent directement aujourd'hui sur le digital. Et puis on a, si je peux l'appeler comme ça, vraiment, c'est pas de manière péjorative, mais pour la qualifier, un peu la vieille industrie, qui elle est un peu réticente à aller vers le digital parce que soit elle ne connaît pas, soit elle n'a pas les compétences, on y reviendra, on va parler de ces fameuses compétences nécessaires, soit effectivement, en tout cas, ça lui fait peur et puis elle ne sait pas forcément comment gérer cette transition-là. Donc clairement, aujourd'hui, en termes de métier, en tout cas, moi j'ai tendance à penser que effectivement aujourd'hui le plus gros de ce qu'on recrute dans le digital, c'est soit la partie technique avec des développeurs, avec des informaticiens. Ça, c'est extrêmement demandé. On n'en a même pas assez. On n'en a pas assez qui sont formés. Donc, d'où les nouvelles écoles qui se créent. Vous en mentionnez une tout à l'heure. Mais très clairement, ceux qui sortent, et même après dans leur parcours professionnel, il y en a qui s'enlèvent. Ça, c'est un vrai état des lieux. Il y a des informaticiens ou des développeurs qui s'enlèvent des réseaux sociaux pour ne plus être contactés tellement ils sont harcelés de propositions. Donc c'est extrêmement difficile pour les entreprises parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez de gens formés aujourd'hui sur cet aspect-là très technique. Donc il y a cette partie-là où effectivement on recrute beaucoup ce genre de profil. Il y a un deuxième volet qui a vraiment pris le virage du digital qui va être le marketing, la communication. Tout ce qui est graphisme aussi, on est en plein dedans parce qu'effectivement aujourd'hui, quelque chose de tout simple, si vous n'êtes pas présent sur Internet, vous n'existez pas. Vous êtes dans une société, vous contactez un client, un fournisseur, un partenaire. La première chose qu'il va faire, il y a une chance sur deux qu'il vous cherche sur Google, il vous googlise comme on dit, et qu'il a le voir, mais qui vous êtes sur la toile. Et si vous n'existez pas sur la toile, il va revenir vers vous, il va dire « mais attendez, comment ça se fait quoi ?» Et la peur dont on parlait tout à l'heure pour le digital, là, elle vient sur la personne, sur l'individu, en disant mais comment ça se fait que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Comment ça se fait que je ne vous trouve pas sur LinkedIn? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une photo de vous sur Google? Voilà, c'est vrai que ça, c'est devenu une pratique courante, en tout cas chez nous les recruteurs. C'est vrai qu'on va chercher. C'est pas chercher pour chercher des informations sur le candidat, etc. Mais ça donne aussi une visibilité. Et c'est vrai que quand on est sur ce genre de métier, par exemple marketing, communication, graphisme, etc., ce métier de la com et du marketing au sens large, si on ne trouve pas le candidat sur les réseaux, si on ne trouve pas, en tout cas s'il n'est pas visible sur Internet, on va se poser des questions. Donc effectivement, il y a ce pôle-là qui est en train, qui est un petit peu en avance par rapport à ça, parce que dans ce métier-là de la communication et du marketing, c'est vital, tout simplement d'aller sur le digital. Mais toutes les autres fonctions de l'entreprise, avec une vitesse plus ou moins rapide, j'allais dire, vont aussi vers ça. Quand on parle de la com et du marketing, ce qui se cache surtout derrière, c'est le commercial. Très très clairement, aujourd'hui le digital est l'accompagnant finalement pour améliorer le trafic, mais améliorer le trafic, améliorer la visibilité, ce n'est qu'un objectif en fait derrière une finalité en fait qui est tout simplement maintenant de commercialiser sur Internet, ou en tout cas que Internet devienne un vrai canal de vente. Et c'est là où les industries avancent par rapport à ça, pas tout à fait au même rythme. On le voit bien, on a par exemple la vente de lunettes qui commence à se faire sur Internet, on a les pharmacies, on a tout un tas de choses qui arrivent avec plus ou moins de contraintes, par exemple pour le remboursement des médicaments, etc. Donc il y a des secteurs où c'est moins aisé, on va dire, de passer sur le digital, et puis il y en a d'autres où ça nous paraît totalement naturel, même si on ne le faisait pas, par exemple, même si on n'achetait pas ça il y a encore un an sur Internet. Donc il y a cette, il y a derrière ce qui pousse, j'allais dire, qui est effectivement le fait d'être aussi avancé aussi que le concurrent, ou en tout cas que le nouveau challenger qui arrive sur le marché et qui lui est capable de maîtriser le canal digital. Donc c'est pour ça, pour répondre sur votre question qui serait finalement quels seraient les métiers, les opportunités qu'on va avoir dans le digital, moi je dirais qu'il y en aura plein et de plein de sortes différentes, très clairement. Oui. Actuellement, 14 juin, qu'est-ce que vous avez en portefeuille? On ne veut pas les noms. Oui, bien sûr. En recrutement digital, et quelles sont les difficultés que vous avez, ou au contraire la pléthore de candidats? Alors, aujourd'hui, on a effectivement des développeurs, des informaticiens, où là, on a énormément de difficultés à recruter. C'est 10% à peu près de nos postes. Parce que moi, je ne suis pas non plus spécialisée que là-dedans. Donc, quel type d'entreprise recherche des développeurs? Toute entreprise.
Aujourd'hui, pratiquement toute entreprise a besoin. Quel langage? Alors, certains sont sur des choses qui sont les derniers en fait, hein, Ruby, des choses comme ça, Python, on a un peu de tout, ça va dépendre. Oui, Python c'est vieux, c'est plutôt Ruby effectivement. Ça va vraiment dépendre du secteur, ça va vraiment dépendre de l'entreprise et d'où elle en est. C'est quoi? Ruby, voilà, sur un poste. Non, là, start-up qui est déjà bien développée, 50aine de personnes, ouais, qui s'est développée très très vite en 6 ans. Ouais. Pourquoi il faut appel à vous? Alors, comme je disais, la plupart du temps, les gens sont sursollicités. Les développeurs sont vraiment sursollicités. Comme je disais, ils se cachent même des recruteurs parce qu'ils ont 5-6 propositions. Certains, on les appelle 3 fois par jour, tellement ils ont la connaissance d'un langage qui est tellement peu développé. J'ai même eu un client, et pourtant ça remonte à quelques années, je dirais que ça remonte à 4-5 ans, j'ai même eu un client qui a été obligé de créer sa propre formation pour créer finalement une promo, on va dire, qu'il avait recrutée. Il a financé, alors il a trouvé des aides de l'État, etc., avec le Pôle emploi et la région. Il a financé en tout cas cette formation pour former une 20aine de personnes, avec derrière à la clé une obligation aussi de contrainte d'accepter le CDI, parce que la problématique c'est que les gens se font former et puis ne rentrent pas dans l'entreprise parce qu'ils se font tellement approcher que c'est une surenchère derrière de salaire. Donc les entreprises vont passer par des cabinets sur ces profils-là parce qu'ils savent qu'ils sont sursollicités. Comme dans les autres recrutements, le candidat, comme on est un tiers du recrutement, c'est-à-dire qu'on est vraiment un intermédiaire, on est quelque part, on n'a pas de parti pris ni pour l'entreprise ni pour le candidat. C'est vrai qu'ils ont tendance à être, le candidat va être plus ouvert avec nous, va nous confier plus de choses, de son parcours, de ce qu'il a envie de rechercher comme poste, de trouver, alors que devant l'entreprise, il va vouloir se vendre ou en tout cas se montrer sous son plus beau jour et du coup dira moins de choses en tout cas sur les autres pistes par exemple qu'il peut avoir en parallèle. Le deuxième poste, là on est typiquement dans tout ce qui est commerce, marketing et com digital. C'est-à-dire comment je vends, les 3 postes, les 3 filières, c'est comment je vends plus en utilisant aujourd'hui le canal de vente par internet que j'utilise déjà ou pas. La plupart du temps, on est carrément dans des modifications de business model, ce qui n'est pas sans poser de problème parce qu'en fait, la problématique que se posent tous mes clients lorsqu'ils passent sur internet, pas ceux qui démarrent en étant sur internet, ça se passe assez bien, mais ceux qui sont en train aujourd'hui de passer sur internet, la grosse problématique qu'ils ont, c'est par rapport à leurs autres canaux de vente. C'est par exemple, si je reprends typiquement un fournisseur de produits, alors pas remboursés, mais des produits quand même curatifs, préventifs, on va dire pharmaceutiques, qui se posent des questions, de dire comment je passe par la vente sur internet, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a tous ces pharmaciens qui reviennent vers lui en disant mais pourquoi vous vendez? Conflit. Tout à fait, conflit d'intérêts. Et c'est problématique parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se passer d'Internet aujourd'hui parce que tous les concurrents y sont déjà. Et du coup, c'est comment je gère finalement une stratégie avec de multiples canaux de vente. Et ça, c'est vraiment parce que ça a un impact carrément sur le modèle économique. Et ça, c'est vraiment, tout ce qui est en réflexion actuellement et les postes qui sont recrutés, c'est pour travailler là-dessus. Et tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement un besoin de compétences techniques dans le digital, de savoir gérer le digital, de savoir créer un site internet, de savoir faire de la com digitale, etc. Mais il y a aussi besoin de stratégie. Et beaucoup de stratégies. Et comme je disais, parce que là, ce qui se passe, c'est une réflexion sur les modèles économiques. C'est comment je fais, parce que la transformation, mais comment je l'opère vraiment, concrètement dans l'entreprise. Au niveau des gens, au niveau des processus de vente, comme je disais, au niveau des procédés de fabrication aussi, parce que ça veut dire que derrière, on ne stocke pas de la même manière, on ne livre pas de la même manière, on ne livre pas les mêmes personnes. Et du coup, c'est toute l'entreprise qui est bouleversée, en fait, par le digital qui est en train d'arriver. Moi j'ai une question parce que bien sûr. La compétence des quadras et des quinquas qui souvent ont raté la marge digitale. Ils ont une guerre, ils ont un siècle de retard sur les quadras et les quinquas. Ça dépend, il ne faut pas généraliser quand même. Ouais. Je trouve qu'ils sont vraiment en retard d'une génération, à part quelques individus. Oui. Et globalement, ils ont raté le wagon. Est-ce que c'est ce que vous ressentez?
Oui et non, enfin j'ai du mal du coup. Alors c'est vrai que très clairement, moi j'ai une vision qui est quand même biaisée. Ce que je peux vous parler, c'est de ma représentation du marché avec mes clients et donc les besoins de mes clients spécifiques. Donc je ne dirais pas que ce que je vais dire est une généralité, mais c'est assez binaire en fait. Il y a effectivement certains qui ont complètement raté le truc et qui n'ont même pas envie d'y aller. Très clairement. Ouais, ça existe encore. Il y en a quelques-uns. Et puis il y a ceux qui, parce que du coup ils sont restés dans un secteur d'activité où il fallait de toute façon rester à la page parce que ça bouge très vite, ils y sont allés. Hein. Il y en a qui y sont allés sans aucun problème. Hein. Donc on a vraiment, et ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend des secteurs d'activité, enfin des industries, quoi, je vais dire de manière assez générale. Mais on ne peut pas vraiment faire de généralité. Mais effectivement, il y en a encore certains qui se disent bon, bah, de toute façon, moi, je finis ma carrière et entre-temps, c'est pas la peine que je me mette maintenant, quoi. Et je vais attendre. Voilà. C'est. Bon, on a tout hein, dans le recrutement, on a cette diversité des profils hein, où on va voir à peu près tout. Candidat dans le digital, quel âge le candidat qui s'adresse à vous? Ce qui va faire l'âge, on va dire la fourchette d'âge, c'est la partie, le pourcentage de stratégie qu'on va rechercher dans le poste. Voilà. Plus on recherche un profil exécutant, plus on va être sur des très juniors, donc même sortis d'école, très clairement. Donc j'irais des profils, c'est la fourchette à peu près entre 23-25 jusqu'à 28. Voilà. Donc là, c'est pour l'exécutif, c'est-à-dire je te dis de créer ce site internet, tu me le fais, derrière tu gères mon emailing, derrière tu... Voilà. Mais c'est que de l'exécutif. Plus on va vers, par exemple, des directions de communication digitale, c'est des gens qui sont plutôt autour des 30 jusqu'à 40, voire un petit peu plus, jusqu'à 45, on a encore ça, ouais. On en a quelques-uns. Parce qu'il y en a quand même qui, comme je disais tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité qui réfléchissent au digital depuis très longtemps en fait. La tendance là, maintenant, elle arrive, elle explose, mais c'est comme de tout, ça ne sort pas d'un seul coup en fait. Hein. Il y en a, je rencontrais une candidate il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait qu'il y a plus de 15 ans, elle travaillait chez Orange au niveau de la recherche et développement et de l'innovation. Ils travaillaient déjà sur les objets connectés. Et, voilà. Et du coup, tout ça, il y a des gens qui sont baignés là-dedans et c'est quelqu'un qui a au moins 45 ans aujourd'hui. Et qui, voilà, et ça lui pose, elle a toujours baigné là-dedans professionnellement parlant et ça pose aucun problème. Mais la fourchette d'âge est vraiment question de la partie stratégie qu'il va y avoir dans le poste. Est-ce qu'on est que sur de l'exécutif et là on va être sur des profils plutôt juniors ou alors effectivement est-ce qu'il y a une partie aussi stratégie et là on va être sur un peu plus haut. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté, parce que c'est un peu l'objet du DU, moi à trouver des gens qui ont une vision globale, 360 du sujet? Parce qu'il y a plein de technologies différentes. C'est vrai. Des gens qui connaissent les réseaux, qui connaissent les systèmes de sécurité, qui connaissent les différents langages, oui. qui connaissent la problématique marketing, y compris les problématiques B2B. Oui. Tout cet univers-là tout à fait. Autour du changement. Est-ce que ce n'est pas une des difficultés de trouver? Oui, très clairement. On trouve des gens qui sont spécialistes en fait. Sur un créneau, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de la transformation du modèle économique, par exemple. Du coup, quand vous vendez sur Internet, je reprends l'exemple de mon client, il passe en B2B2C, en B2C sur Internet. Très clairement, il s'adresse au consommateur, au client final, qui va utiliser le produit. Oui, mais... Ça n'existe pas le B2B2C. Quand vous vendez au pharmacien qui va vendre derrière à l'utilisateur, voilà. Voilà. Du coup là c'est effectivement on va se retrouver avec des gens qui par exemple connaissent très bien le digital sur du B2B et à qui on demande de changer de casquette et de passer sur du B2C et c'est très compliqué effectivement. On se retrouve, on voit qu'effectivement il y a des gens qui sont spécialistes sur un segment, sur un créneau, pareil sur les langages pardon. On en a certains qui n'ont jamais vu certains langages, mais pareil aussi dans la com, on en a certains qui sont à fond sur les réseaux sociaux et puis quand vous leur demandez de faire autre chose, ils ne connaissent pas. Après c'est une représentation de ce qu'on a aussi dans les autres métiers, c'est-à-dire que quand vous avez des affinités pour quelque chose, vous n'allez pas forcément avoir envie d'avoir une vision 360 degrés. Ça, c'est question de la personnalité du candidat, des opportunités aussi professionnelles que vous avez, de pouvoir vous essayer aussi et d'élargir votre périmètre de responsabilité à une vision 360. Comme c'est nouveau quand même,
Comme je disais, il y en a certains, ça fait un moment qu'ils y sont. Mais globalement, il y a quand même les nouveaux métiers, là, ils émergent quand même maintenant. Comme c'est nouveau, on a finalement peu de gens expérimentés. Moi, je vous prends rien que mon exemple en interne. Moi, je change entre guillemets, c'est comme ça, je remplace ma chargée de communication digitale pour nous, pour Apostrophe au sein du cabinet. Je suis sur un profil plutôt junior parce que du coup, nous on n'est pas, on vend pas sur internet, on n'a pas des gros besoins entre guillemets. Là, j'ai passé une annonce, donc ça va faire un mois à peu près. On arrive à la fin du processus de recrutement. J'en suis à 120 CV. Voilà. Et attention, là-dessus, ça ne veut pas dire que c'est 120 personnes qui sont qualifiées. Quand on trie vraiment, entre guillemets, les gens qui vont être capables, donc nous c'est gérer les réseaux sociaux, faire les newsletters, faire de la rédaction d'articles, le site internet, de la visibilité du référencement, on se rend compte qu'en fait sur des profils juniors, alors soit il y a des gens qui ont fait des alternances dans des écoles de digital, donc ça c'est chouette parce que les gens ils arrivent, ils ont un petit peu de background, mais sinon en fait les gens ont eu très peu de chances de vraiment avoir une première expérience. Et donc j'ai soit le très très junior qui n'a pas beaucoup d'expérience, l'alternant comme je disais tout à l'heure, qui est un petit peu plus finalement dans ma cible, et puis après j'ai des profils super dimensionnés. Vous avez les com internes quand même. Vous avez les gens de la com interne, vous avez des jeunes, moi j'ai intervenu il y a quelques années dans un master de com interne. Oui. Il y avait beaucoup de gens comme interne qui ont des expériences, qui travaillaient pour Orange, pour la SNCF, et qui sont exactement sur le profil que vous avez. Oui, alors après, avec ma difficulté, c'est que moi je suis une toute petite TPE, et du coup, quelqu'un qui est dans un grand groupe va pas forcément s'adapter, parce que chez moi, il faut être super polyvalent, et qu'on est une toute petite équipe, mais voilà, pour vous dire que... voilà, juste pour vous dire que même s'il y a un volume de candidats qui se positionnent sur les postes, ça ne veut pas forcément dire que les gens, effectivement, ont les compétences. Ou l'expérience, ou les deux. Voilà. Peut-être avancer dans l'exposé et puis ensuite... Oui, revenir sur... Voilà. C'est juste aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est clair que ce qui est le plus recherché, ça va être soit les côtés techniques, comme je disais, informaticien, développeur, très clairement, et de l'autre côté, tout ce qui va tirer le commercial. Donc derrière le commercial, la vente par internet, mais aussi du coup la communication et le côté marketing, très clairement. Ce qui est recherché aussi, même si on parle des compétences, parce que là je parlais beaucoup des compétences, quand on parle des postes, on parle des compétences, mais ce qui est recherché aussi, c'est pas seulement des compétences techniques ou digitales. On a les mêmes exigences en tant que recruteur, je parle pour moi, mais je parle aussi pour mes clients, derrière de savoir-être, même si vous êtes toute la journée devant un ordinateur par exemple. Et ça c'est très compliqué. On voit des développeurs qui sont excessivement bons dans ce qu'ils sont capables de développer, et puis par contre qui ont aucune facilité, j'allais dire, pour être en interface avec un client, et ça c'est extrêmement compliqué aussi. Donc là où je veux attirer votre attention, c'est pas parce qu'effectivement on est sur des profils où on recherche des compétences techniques bien pointues qui sont là aujourd'hui, on se parle pour digital, que derrière il faut aussi négliger tous les autres atouts que vous avez, qui sont là plutôt des compétences comportementales, de savoir-être, qui sont toujours autant appréciées, parce que on se rend compte notamment sur les jeunes profils qu'ils sont super bons sur les réseaux sociaux, mais ils sont incapables de répondre au téléphone par exemple, parce qu'ils sont tellement habitués à communiquer via, limite à s'envoyer des textos alors qu'ils sont à côté dans le canapé, si je caricature un peu, et quand on leur demande de parler à un client, qui ne savent pas aligner deux mots parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer cet aspect relationnel. Et aujourd'hui, on a toujours besoin de ces compétences-là, même d'autant plus parce que les clients qui sont face à de l'Internet, face à un portail, quand ils vont appeler la société, ils ont d'autant plus envie d'être bien accueillis. Et donc tout ce portefeuille de compétences comportementales, de savoir-être, il est toujours aussi important. Nous, on intervient, comme je vous le disais, beaucoup dans la gestion de talent. Et très clairement, une fois, alors ça peut être un élément de sélection quand on est à l'étape de recrutement, avant de rentrer, avant d'intégrer l'entreprise, mais ça va être aussi un élément de sélection pour les promotions internes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on va aller chercher aussi quand on est dans la gestion de compétences, mais aussi de potentiel pour plus tard. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a une aisance relationnelle, qui a une capacité d'adaptation,
du coup, on sait qu'on pourra en tirer beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus flexible pour évoluer, pour aller vers ces autres compétences qu'on attendra demain, et d'ailleurs on ne sait toujours pas lesquelles elles sont aujourd'hui parfois, que quelqu'un qui n'a pas ces compétences-là. Donc ce volet compétences-là, il est aussi très très important. Il n'y a pas que, un de mes messages aussi ce soir, c'est voilà, il n'y a pas que ces compétences techniques, et du coup en entretien, c'est ce qu'on va aussi aller chercher, sonder, hein, très très clairement. Du coup, peut-être un point sur, vous me demandiez tout à l'heure comment évoluent les techniques de recrutement. C'est très aléatoire. On a effectivement des très grands groupes qui vont utiliser du coup maintenant des algorithmes, hein, pour faire des tris de CV avec des recherches de mots-clés. Ça reste quand même encore très anecdotique, il faut être très clair, hein. Moi, je n'ai pas un client qui utilise ça aujourd'hui, et sur Lyon, je ne connais pas un cabinet qui utilise ça. Voilà. Donc quand les candidats me disent, c'est quand même des très grands groupes qui généralement ont des équipes de recrutement en interne, sont très staffés et ont les moyens aussi de se payer ça. Et puis, ou alors reçoivent aussi beaucoup de candidatures spontanées. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont tellement une marque employeur qui rayonne qu'ils sont inondés de candidatures spontanées et qui doivent... Ouais, dis-toi. Hier, j'étais au salon des j'ai vu qu'il y avait une petite entreprise qui s'appelle, un site qui s'appelle onvabosser.fr. Oui. Et leur credo, c'est je les connais, oui. CV, pas de lettre d'intention. Je les connais, je les ai rencontrés, j'ai fait un article sur eux. Un système d'évaluation oui. par des critères. Tout à fait, c'est vrai. Alors, faut être très clair, hein, ces tentatives-là, c'est pas la première, hein. Moi, ça fait 10 ans que je vois ça, hein. Il y en a plein d'autres que je pourrais citer qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'on est sur Internet, dès qu'on est sur ce modèle-là de modèle économique digital, c'est qui tout double, c'est-à-dire que demain on ne sait pas s'ils existeront encore et si ça va marcher. Voilà. Et moi, il y avait une start-up que j'avais rencontrée d'ailleurs il y a, je crois que ça fait au moins 5 ans, qui avait, je trouve, un concept qui était assez génial. Leur idée, c'était un peu dans le même style, c'est-à-dire de ne pas avoir de CV pour recruter, mais de recruter, ils appelaient ça au challenge. Donc l'idée, en fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, s'ils avaient fait le buzz, hein, pendant quelques mois, bon, malheureusement, ils n'ont pas tenu. Et pourtant, ils avaient au début rentré des grosses entreprises en tant que clients qui diffusaient leur recherche de poste sur leur plateforme. Mais je trouve que le principe était très intelligent. Alors vous aviez une espèce d'annonce qui n'était pas tournée en annonce, donc ça aussi, ça avait un côté un peu plus ludique, un peu plus fun par rapport à l'annonce classique qui parfois qui est très classique, même trop, on va dire ça comme ça. Et puis du coup derrière, le recruteur avait le choix de poser quelques questions, mais des questions très pratico-pratiques. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple pour une fonction commerciale, je me souviens de ça. Je sais pas, un client vous appelle, il a une réclamation, il n'est pas content parce que si, parce que ça. Comment vous répondez, vous réagissez. Et donc là, en fait, vous aviez comme ça 4-5 scénarios qui vous étaient posés, et puis vous deviez répondre. Et ça filtrait en fait en fonction de vos réponses. Du coup, vous continuez ou pas le process de recrutement. Donc oui, il y a plein d'essais qui se font comme ça. Je dis pas que ça marchera jamais, hein, c'est pas du tout mon propos. Malheureusement, ça a quand même beaucoup de mal à prendre parce que faut être très clair. Déjà, le recrutement, c'est un problème en entreprise. Personne aime recruter. C'est extrêmement rare que moi je rencontre un DRH qui me dise ouais, j'adore recruter. Mais vraiment extrêmement rare. C'est un problème, c'est-à-dire que le recrutement, c'est une prise de risque. Vous avez un collaborateur qui s'en va, vous créez une fonction, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas qui va rentrer. On a un droit du travail en France qui est ce qu'il est, qui est très contraignant pour l'employeur. Et donc, à partir du moment où vous recrutez quelqu'un, c'est un gros risque. Chez nous, c'est un gros risque. Ce n'est pas le cas, on ne peut pas en parler, on peut pas dire ça des anglo-saxons, mais chez nous, c'est un gros risque. Et donc, du coup, tout le monde est pétrifié par le risque qui est pris quand on recrute. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, d'où le fait qu'on cherche absolument des moyens de sélectionner en entrée, parce qu'en fait, on veut qu'une seule chose, c'est limiter le risque. Très très clairement. Mais du coup, pour revenir sur les nouveaux moyens, donc moi très clairement, j'ai pas un seul client qui utilise effectivement ces espèces de moteurs de recherche, de mots-clés en tout cas sur les CV, des choses comme ça. On l'a un petit peu sur la CVTech de l'APEC ou sur d'autres CVTech, on peut mettre des mots-clés, faire sortir des choses. Voilà, on l'a forcément. L'idée, c'est que quelqu'un qui est dans un secteur d'activité va forcément avoir des mots-clés dans son CV qui est rattaché à sa fonction. Donc si on ne les a pas, mais qu'on ait le moteur de recherche ou pas, j'allais dire là même à l'œil, hein, s'il ne les a pas, il y a un moment donné, il y a un truc qui est louche, quoi. Un programmateur qui n'a pas le nom des langages qu'il connaît, on va dire,
c'est quoi ce profil? C'est un peu bizarre. Donc on a effectivement cette habitude de mots-clés. Après, on a quelques grands aussi qui commencent à utiliser des chatbots pour pouvoir échanger avec les candidats, répondre aux candidats, etc. Il y a quelques tentatives. A priori, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça reste quand même pas à la portée de tout le monde, il faut être très clair. Et il faut quand même rappeler que le principal pourvoyeur d'emploi en France reste des PME, des PMI et des petites structures. Donc c'est pas forcément à la portée de toutes les boîtes. Et puis en plus, ça va pas forcément avec la philosophie de toutes les structures. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des tentatives, effectivement. Moi, ce que je remarque, parce que je suis quand même beaucoup sur des postes, et là encore une fois, ça oriente bien sûr mon discours, je suis beaucoup sur des postes de cadres et dirigeants. Ce que je remarque en tout cas, c'est que les attentes des cadres et dirigeants, c'est de ne pas être traités comme ça. Très, très, très clairement. Ils veulent avoir un interlocuteur en face d'eux, que ce soit moi ou l'entreprise. Ils veulent que leur évaluation soit personnalisée. Ils veulent... Enfin, tout est hyper individualisé et c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent un feedback de l'entretien de recrutement, ils attendent un feedback de l'évaluation qui est faite. Enfin, voilà, moi je suis assez impressionnée. Je crois que sur le nombre de candidats que je vois passer, qui sont aussi parfois des collaborateurs de mes clients en évaluation et en gestion de compétences et de talents, je pense que j'en ai à peu près 9 sur 10, allez on va dire entre 8 et 9 sur 10, qui me disent mais c'est trop génial d'avoir un feedback parce que ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans que je travaille et j'en ai jamais eu aussi précis en tout cas sur mes compétences, sur mon mode de fonctionnement, sur mon potentiel. Et là, enfin, ce que je disais tout à l'heure, on voit un vrai problème d'évaluation en entreprise. Il y a une lame de fond qui est en train de... Voilà, il y a des grands groupes qui n'utilisent plus l'entretien individuel parce qu'ils estiment que c'est plus du tout adapté. Et c'est pas des petits, c'est pas la PME du coin. Alors certains ont essayé de transformer le processus. Enfin, on voit des choses se passer dans l'entreprise. Les managers ne sont pas contents des évaluations qui sont faites sur leurs collaborateurs. Les RH ne sont pas satisfaits des évaluations et les collaborateurs ne sont pas satisfaits. Donc on a un vrai problème. Aujourd'hui, on n'arrive pas à projeter les gens. Voilà. On n'arrive pas forcément à bien les évaluer et du coup, on n'arrive pas à les projeter pour l'avenir. D'où le problème d'employabilité, d'où le problème, et puis plein de croyances aussi que parfois ont des collaborateurs quand ils sont dans les structures, et puis qui croient qu'ils ne peuvent pas en sortir parce qu'en fait ils pensent qu'ils ne valent rien sur le marché, alors que si on leur disait en face voilà, ce qu'il en est exactement. Sur les cadres et dirigeants, aujourd'hui on est au plein emploi. On est en dessous de 5% de chômage, du taux de chômage, on est à 3,8. Donc très clairement, ça veut dire qu'il faut aller les chercher en poste si on veut des bons. Très clairement. Voilà. Et quand vous avez un candidat sur des fonctions hyper pénuriques qui vous appelle, parce que moi ça m'arrive assez souvent, et qui me dit mais je trouve pas, je dis mais qu'est-ce que vous faites pour chercher? Parce que c'est pas possible. Voilà. Après, il y a un temps de recherche, je ne dis pas que vous claquez des doigts, etc. C'est un processus, une recherche d'emploi. Donc il ne faut pas se dire oui ça va, il n'y a pas de chômage, donc je vais trouver du jour au lendemain. Non, parce qu'il faut que vous sachiez aussi. Aujourd'hui, une attente forte des recruteurs, et ça fait déjà quelques années, c'est que le futur employeur ou le recruteur que vous allez rencontrer, il veut que vous ayez défini et travaillé sur votre projet professionnel. Il veut savoir d'où vient cet intérêt pour ce projet-là. Pourquoi vous avez construit ça? Pourquoi vous en êtes là? Moi, j'ai eu pas plus tard qu'hier, il y a 2 jours, un collaborateur en interne. Donc on est dans le cadre d'un recrutement, c'est une chasse de tête que je réalise. Et en parallèle de ça, il y a eu 2 candidatures en interne. Une candidature au niveau du groupe et une candidature vraiment sur le site. J'ai donc évalué ces 2 candidats en parallèle des candidats que j'approche dans le cadre de ce recrutement. Et l'un d'eux, sur le candidat qui est sur le site, me dit « Ah non, mais moi, de toute façon, c'est un poste de manager, technique mais management. Et il y a une équipe d'une dizaine de personnes encadrées. » Et moi, il me dit « Mais moi, c'est bon, là, maintenant, la technique et tout, je suis super au point, j'ai fait le tour. Je veux vraiment donner un nouveau virage à mon parcours. Et du coup, je sais que je veux devenir manager. » Et je lui dis « Mais d'où ça vous vient? Pourquoi ?» Je dis « Parce que juste dire ça, c'est pas suffisant, quoi. Vous êtes levé un matin, vous êtes dit « Ah, je veux devenir manager. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et devant ça, vous avez juste envie de lui dire, écoute, va retravailler un peu ta copie, puis reviens, puis explique-moi quoi. Explique-moi, mets tes tripes sur la table et dis-moi pourquoi tu veux faire ça. Je suis tout à fait prêt à t'écouter, mais par contre là, tu l'as pas construit ton projet quoi. Ça suffit pas en tout cas. Peut-être que derrière il y a des bons arguments, mais on a une grosse problématique en France, et ça c'est quelles que soient les formations, c'est qu'on n'a jamais préparé les gens à réfléchir et à construire leur projet professionnel pour eux.
ça devrait s'apprendre à l'école, mais on devrait avoir un module obligatoire de j'apprends à réfléchir sur ce que je veux faire de ma vie professionnelle. Parce qu'une fois que vous avez la technique, entre guillemets, c'est des outils. Hein. Il faut laisser mûrir la réflexion et après vous pondez votre truc. Et ça, tous les 5-10 ans, il faut le refaire. Donc moi je dis, je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas cet accès à ces outils-là, mais dès l'école, quoi. Pourquoi vous dodelinez de la tête? Est-ce que les PME ont vraiment des stratégies parfois? On a tout, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des gens, ils savent extrêmement bien ce qu'ils veulent. Vraiment, voilà, je vais chez des clients. Savoir ce qu'on veut n'est pas une stratégie. Non. Si, parce que en fait, quand je dis ça, pardon, alors je me suis peut-être mal exprimée, quand je dis qu'ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils ont une vision et du coup, ils savent quel est l'organigramme pour porter cette stratégie et leur vision. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, ils savent totalement. Et d'ailleurs, quand ils savent, hein, ça fait très clairement la différence. Moi, des fois, j'ai des clients qui sont dans le même secteur d'activité. J'en ai un qui fait 2-3% de croissance et l'autre à côté qui fait 30% de croissance. Et la seule différence, je suis désolée de le dire comme ça, hein, c'est la vision qu'ils ont de ce qu'ils veulent faire. Très clairement. Donc du coup, quand effectivement on arrive en entreprise, il y a des clients, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et du coup, quand ils ont une vision très claire de ce qu'ils vont faire, ils ont une vision très claire de l'organigramme, de qui ils veulent recruter, de quel profil, de quel poste, etc. Et puis j'arrive chez d'autres clients, mais ça, c'est pas la taille hein, qui fait ça. Pas du tout, ça c'est la direction. C'est pas du tout la taille, ouais. On pourrait penser, mais des fois dans des grands groupes c'est complètement le bordel. Hein. Enfin, je vais être honnête, hein, ça dépend, on peut pas, voilà. Mais ils sont, voilà, des fois c'est. Et puis vous avez des fois la PME, c'est le bordel aussi, hein, bien sûr. Non, mais là il n'y a pas de règle entre guillemets. Et puis il y a des gens, on arrive chez eux, finalement quand on les questionne pour prendre le brief hein, du poste, comprendre leur cahier des charges sur ce qu'ils vont rechercher, sur la mission, etc. On se rend compte qu'en fait on est en train de faire le travail avec eux de réflexion et qu'en fait ils l'ont pas vraiment fait quoi. Mais à la limite, j'allais dire, là où ils sont intelligents, c'est qu'ils prennent un conseil et qu'on va les accompagner pour faire ça. Ce qui m'inquiète plus, c'est quand ils le font tout seuls et qu'ils sont pas du tout au clair. Voilà. Donc ça, c'est complètement aléatoire. Il y en a qui savent précisément ce qu'ils veulent en termes de compétences, en termes de profil, en termes de savoir-être, on en parlait tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres, ils se posent la question en rencontrant le candidat, quoi. Enfin, je caricature, mais... Alors le rôle du consultant, c'est aussi ça. Hein. Normalement, un bon consultant, il est censé effectivement dire au client, attendez, si on part avec un cahier des charges qui est aussi flou que ça va mal se passer, quoi. On va tous les deux à l'échec. Et c'est payer un cabinet pour rien du tout, très clairement. Vous aviez une question, non? Je vous ai coupé tout à l'heure, je crois. Oui, mais elle est plus dans le contexte. Ah, pardon. La question était par rapport au mouton à 5 pattes. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites devant la demande d'un mouton à 5 pattes et quelle est la dernière que vous avez eue? Alors, pour répondre à la première partie de la question, je pense que c'est très personnel. Moi, ce que je fais, parce qu'il y a des consultants qui ne le font pas, mais moi, ce que je fais, c'est que je vais le dire au client tout de suite. Parce qu'on connaît le marché, on recrute tous les jours, on voit très très bien les candidats. Alors je vais y venir après, mais très clairement, quand le client commence à additionner les exigences sans avoir de marge de manœuvre sur ses compétences, par exemple, ou savoir-être, etc. Et à un moment donné, en fait, le recrutement, si je peux vous donner une image, pour moi, c'est celle de la cible. Vous savez, quand vous lancez les fléchettes. Il y a des dimensions sur lesquelles on doit pouvoir dire, si on n'est pas au centre, pile dans le zéro, là, c'est pas grave, sur celle-là, on peut être un peu là, quoi. Et voilà, vous ne pouvez pas avoir tout au milieu. Si vous avez tout au milieu, c'est le mouton à 5 pattes. Et pour moi, c'est dans le rôle de consultant de dire aussi au client, mais attendez, ça, d'abord, on ne le trouvera pas, ou alors on mettra 2 ans pour le trouver. Vous êtes prêt à attendre 2 ans et à payer pour ne pas trouver. Enfin, il y a un moment donné. Donc ça, c'est très personnel. Ça va être le consultant qui, soit il est prêt à taper du poing sur la table et à dire à son client, moi, je ne veux pas prendre cette mission parce que je sais qu'on va à l'échec tous les deux. Mais il y en a qui, parce qu'ils ont besoin de vivre, vont prendre la mission et puis vont pas le dire, quoi. Donc c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une question de personne, ça. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question. Et pour la deuxième, la plupart du temps, le mouton à 5 pattes, c'est soit quand on rajoute trop de couches en termes d'expertise. Alors un mouton à 5 pattes en France, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les développeurs avec les derniers langages. Alors ça c'est un peu compliqué. Il y a les ingénieurs qui ont une capacité à aller faire du commercial, qui parlent anglais et idéalement allemand. Alors là, quand on est au 4,
ça commence à être très très dur. Et puis on va avoir tous les postes qui sont un peu bizarroïdes. Alors je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client il n'a pas bien réfléchi son organisation et on se retrouve avec des postes qui ne vont pas intéresser le candidat parce qu'en fait ça ne représente pas un périmètre intéressant. J'en ai eu un une fois, un vrai mouton à 5 pattes bizarroïde comme ça. C'était un poste de directeur général sur une toute petite BU qui faisait que finalement c'était pas un vrai poste de directeur général parce que le périmètre était quand même trop petit finalement pour intéresser. Tous les candidats que je contactais avaient déjà un périmètre beaucoup plus intéressant, donc aucune motivation, aucun intérêt d'aller sur ce poste-là. Et à la fois, du coup, c'était pas non plus un poste de directeur commercial plus où il aurait pu s'en servir de tremplin. Donc du coup, d'ailleurs ça a été mon record, j'ai contacté 230 candidats. Et on n'a pas trouvé très clairement. Enfin, j'ai pas arrêté de renvoyer des signaux, bien sûr, c'est notre rôle aussi de prévenir le client qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, en fait, ils ont carrément réorganisé. Et ils ont rattaché cette petite BU à une autre BU plus grande et ils ont changé l'organisation. Et là, c'était un vrai problème d'organisation. Voilà. Oui, bien sûr. Un peu orienté vers mon public. Bien sûr. Est-ce que dans le domaine du digital, vous recherchez des personnes qui ont le titre de docteur? Ce qui est bien, c'est que dans le domaine du digital, comme c'est nouveau, on ne recherche pas des trucs très ancrés. C'est-à-dire qu'on est très ouvert. Et quelqu'un qui va pouvoir montrer qu'il a les compétences, qu'il a un peu d'expérience, on va lui donner sa chance parce qu'il y a peu de gens qui sont vraiment expérimentés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on ne peut pas se permettre d'être exigeant, ce qui est très bien. Parce qu'on l'est sur toutes les autres choses. En France, on aime bien cloner. Juste rebondir, j'ai récemment soutenu en décembre. Moi, par exemple, je vais me diriger vers le métier de data scientist, parce que j'ai des compétences en mathématiques, j'ai fait étudier un peu d'outils numériques. Avec ce DU, je complète un peu mes compétences sur l'aspect business, client, etc. Donc, j'ai pas 10 ans d'expérience, c'est clair, mais je pense que j'arrive à me faire un petit peu un profil qui essaie de coller au métier. Et puis, de toute façon, les boîtes, data scientist, c'est un nouveau métier, donc il y a beaucoup de Exactement. demandes. Après, il faut réussir à se vendre. Donc, j'ai un autre ami qui a soutenu une thèse de physique aussi, qui a fait beaucoup de modélisation en astrophysique. Maintenant, il bosse chez Quant parce qu'il a manipulé beaucoup d'outils numériques et maintenant il fait développeur chez Quant alors qu'il a un doctorat de physique en modélisation d'étoiles à neutrons. Il y a une chose. Pardon de vous avoir coupé. Il y a une chose qui est assez géniale, c'est que tous les outils du digital, vous pouvez presque vous former tout seul aujourd'hui, en tout cas en grande partie, et vous pouvez expérimenter tout seul. Donc vous arrivez dans l'entreprise, vous avez déjà une compétence et une expérience. Ça c'est juste génial, quoi. C'est pas sur tous les métiers, c'est pas le cas. Il faut être très clair. Dans le fait de docteur aussi, il y a cette capacité nouvelle là, on parle beaucoup d'apprendre à apprendre. Oui. Faire 3 ans de thèse, on est quand même assez autonome à la fin en principe. Tout à fait. Ça s'est bien passé et ça je pense que ça intéresse aussi l'employeur. Justement, c'est de rejoindre un peu le centre de la cible pour reprendre le terme. Oui, exactement, oui. Le DU il a été construit en considérant que cela apporterait un cadre général qui permettrait à la fois d'exploiter ce que vous avez fait avant cette formation et en même temps qui pourrait être complété par vos propres efforts de formation justement à distance sur une technique particulière, sur un sujet très particulier, compte tenu de la densité de ce qui existe et qui est disponible sur Internet ou à travers aussi des rencontres. Il y a énormément d'échanges, de rencontres organisées par nos partenaires, comme par exemple la cuisine du web. Donc, voilà. Ça bouge beaucoup, oui. Il y a beaucoup de choses en actualité dans le secteur. Donc il y a vraiment. Moi, je vois là, pour vous donner un exemple très concret sur ma chargée de com digitale, c'est hyper rare que j'ai pas. Alors c'est beaucoup de filles, il y a très peu d'hommes. Donc ça rejoint le sujet que Christine voulait que j'aborde. Il y a beaucoup de filles. Alors bon, la com est plutôt féminine, on va dire. Mais une sur deux ont un blog, ou alors 1 sur 2 ont fait une formation, se sont auto-formés, soit par un MOOC, soit en regardant des tutos. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas avoir ça dans les autres secteurs, ou en tout cas, il n'y a pas eu cette impétence des gens de se dire je vais m'auto-former sur le commercial ou je vais m'auto-former sur les techniques de soudage. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette capacité et c'est juste génial parce qu'en plus, pour le candidat, quand il évoque ça, automatiquement, systématiquement, il démontre un super effort de motivation, quoi. Il a fait des efforts pour s'auto-former. Donc le recruteur, mais il adore, il faut être très clair.
Oui. Du coup, ouais, ça rejoint un peu les questions que je me pose et que je me posais au début. Oui. Finalement, c'est évidemment difficile de faire une généralité pour vous, mais on va favoriser quoi? Plutôt un profil plutôt autodidacte, très diversifié, donc il n'y a pas vraiment de domaine d'expertise, mais il y a plein, on va dire, de domaines semi-experts ou en tout cas déjà bien... Ou alors au contraire, est-ce qu'il faut plutôt pousser et se spécialiser ou au contraire garder cette diversité Alors j'ai 2 réponses à vous donner. Celle des gens que je côtoie, recruteurs, et puis la mienne. Pour répondre sur les recruteurs que je côtoie en entreprise, du coup, je dirais que là, ça va vraiment dépendre sur qui vous tombez. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent que vous soyez autodidacte et que vous soyez spécialisé, puis il y en a d'autres qui ont horreur de ça. Enfin, entre guillemets, il y a des préjugés, on n'a pas changé le monde. C'est génial le digital, mais ça ne change pas tout. Et les croyances sont encore là et on est en train de transformer petit à petit, mais on reste avec ça. Donc ça va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Je ne peux pas répondre. Et puis, moi, ce que j'en pense très clairement, c'est que je pense c'est bien d'être spécialiste sur quelque chose, mais il ne faut pas s'enfermer. On est sur un monde qui bouge trop vite. On est sur un monde qui va avoir besoin de plus en plus de gens qui vont réfléchir à la stratégie, très clairement, parce que tout ce qui est facile à faire, on va l'informatiser, on va l'automatiser. Donc du coup, où est-ce qu'on va avoir notre place? C'est sur les trucs complexes, où il n'y a pas une solution mathématique. Et on a besoin de réfléchir. Donc moi, mon conseil, mais encore, comme je disais, ça n'engage vraiment que moi, c'est de rester ouvert et de continuer à apprendre et de se former. Voilà. Et d'avoir, même si vous ne continuez pas forcément à vous former dans une palette de choses, etc., mais au moins d'avoir cette ouverture d'esprit, comme je disais tout à l'heure, pour le jour où vous avez besoin, être capable de vous adapter, de rebondir et puis d'avoir une vision quand même transverse. Peut-être pas 360, mais à minima transverse, je dirais. C'est des compétences personnelles, quoi, la flexibilité. De toute façon, il faut être très clair, sur n'importe quel recrutement, là on peut généraliser, mais vraiment, sur n'importe quel recrutement, à 2 candidats qui ont les mêmes diplômes, mêmes compétences, on va dire techniques, même si on enlève le diplôme, ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité. Très très clairement. Parce que d'abord, on est des êtres humains. Si on doit travailler par exemple ensemble demain, il faut que ça passe entre nous. Même si vous êtes la meilleure, la plus compétente, etc., si on ne s'entend pas, si je vois qu'en termes de valeur, je n'accroche pas avec vous, ça ne tiendra pas longtemps, quoi. C'est aussi important à mettre en avant. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est super important. Il ne faut pas penser que c'est moins important parce que du coup, il y a le technique. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure justement sur le fait de modéliser un candidat potentiel? Oui. Est-ce qu'il y a des lois sur l'utilisation d'informations personnelles dans la prise de décision? Alors, oui, bien sûr, il y a des lois normalement, enfin, entre guillemets, vous ne pouvez pas utiliser... Alors, la loi, c'est vous ne pouvez pas utiliser des informations discriminantes pour justifier de ne pas recruter ou de virer quelqu'un. Si, voilà, la généralité, elle est là. La loi, c'est ça, ce qu'elle dit de manière générale. Après, dans les faits, allez prouver qu'on est allé voir sur votre Facebook que vous aviez une photo, vous étiez complètement torché et qu'on ne vous a pas recruté pour ça. Je vous souhaite du courage. Voilà. Et puis après, j'allais dire de manière générale, il ne faut pas se leurrer, tout ce qui est sur le web est public. Donc de toute façon, moi j'ai un client où son identité, son profil. De services comme ça où les gens peuvent faire appel pour... Oui, bien sûr, mais en fait, c'est comme dans la vraie vie, si vous voulez trouver quelque chose, vous cherchez, vous trouvez. Moi j'ai un client, un jour, il m'a retracé toute ma vie internet. À ce sujet-là, il y a 4-5 ans, il est sorti... Au démarrage, c'était pas le même, il est sorti avec des logiciels qui font du profilage en automatique. Oui, non, nous on n'utilise pas. Après, on est trop, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est trop sur l'individuel. C'est-à-dire que moi, je préfère faire moins de missions de recrutement, mais je fais beaucoup de qualitatif. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps sur mes missions. La chasse fait de toute façon que le téléphone, vous faites du contrôle. Oui, tout à fait. Ouais. Sur le candidat aussi. Oui. Et puis derrière, on va aller passer en évaluation par Assessment Center, ce que je citais tout à l'heure en introduction, qui est une de nos activités où c'est de la mise en situation professionnelle, avec un seul objectif, d'observer le mode de fonctionnement, les savoir-faire et les savoir-être. Et le potentiel. Mais ce qui est vachement biaisé, parce que quand on observait, on n'est pas dans la spontanéité. Parce que vous n'êtes pas que observé, c'est-à-dire que nous, notre équipe de consultants, elle joue aussi le rôle de compère. Et on a un truc qui est génial, qui s'appelle le cerveau, qui se prend au jeu très facilement, comme dans la télé-réalité. C'est pas tout à fait le même registre, mais en fait, on construit des exercices. Vous avez dû le faire dans son parcours à l'école. On a tous un jour simulé quelque chose. Donc, on construit des exercices qui ont pour objectif de projeter le collaborateur ou le candidat
dans une situation en fait, professionnelle qui se rapproche de la réalité, et notre équipe de consultants donne la réplique. Donc on est acteur, on est observateur et évaluateur. Et du coup, par exemple, on va faire des exercices de type le collaborateur ou le candidat doit conduire un entretien pour remotiver un collaborateur, et on a un consultant qui joue le rôle du collaborateur et puis un consultant qui observe. Et puis on va faire sur des fonctions plutôt managériales aussi, on peut faire le candidat ou le collaborateur qui, bon bien sûr il y a toujours un temps de préparation et derrière un temps de jeu de rôle, qui va animer, conduire une réunion d'équipe avec son équipe. Et donc là, il se retrouve face à une équipe de 4, 5, 6, voire 7 consultants, ça va dépendre. Voilà. Après, on peut construire tous les cas de figure. Il y a la présentation au comité de direction, là on est plutôt 7. Et puis, quand c'est conduire une petite équipe, on va être 3, 4. Voilà. Et du coup, l'évaluation, elle n'est pas lisse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours un peu de pression, vous sentez, vous êtes dans une évaluation, il y a l'enjeu, etc. Mais comme tout le monde est dans le jeu, le cerveau se prend très très facilement au jeu et vous rentrez en fait dans la dynamique collective très très vite. Est-ce que vous souhaitez qu'on poursuive les échanges autour d'un verre, ou est-ce que vous souhaitez peut-être conclure? Oui, non, j'avais fini la diapo d'après, c'était des questions, je la passe pas parce que je pense que vous avez déjà largement répondu. Ouais, j'avais fini. Ok, je ne sais pas, à moins une autre question, moi je vous propose qu'on continue. Allez, avec plaisir. Du coup, j'arrête. Autour d'un verre. Merci en tout cas. Merci à vous.